Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au cours 6. Ça fait un méchant bout. J'ai vraiment été comme travail, sorti avec ma famille, sorti avec des amis, genre, j'avais plus le temps. Ça m'a fait un peu chier parce que je me mettais quand même de la pression pour le faire, comme en sortir une vidéo à chaque semaine, mais c'est pas grave. Euh, je vais essayer durant le cégep d'en sortir pareil. Ça devrait être possible, mais je vais voir. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le cours 6, soit la partie 2 de l'époque contemporaine. Euh, on commence ici avec l'art moderne, parce qu'il y a vraiment une coupure entre l'art qu'on a vu lors des précédents cours et l'art qu'on voit aujourd'hui. On voit qu'il y a comme quelque chose qui change dans l'art. C'est pour ça qu'on a... Bonjour tout le monde, là je viens de me réveiller, mais c'est pas grave. Je voulais juste faire un petit trigger warning que dans cette vidéo-là, on va aborder des thèmes comme le viol, on va aborder des thèmes comme des trucs occultes, sombres, obscurs, mystérieux. C'est pas, je sais pas si ça peut déclencher quelque chose chez quelqu'un, mais je fais juste avertir. Puis il va y avoir des trucs, des scènes, des tableaux un peu plus sanglants. Il va y avoir des scènes un peu plus émotives. Puis on va toucher aussi un peu à la santé mentale. Fait qu'on commence par le courant du romantisme, qui est un art plus subjectif. L'artiste va se laisser une certaine permission d'aller mettre sa touche, mettre son opinion sur le sujet qu'il va peindre. Euh, Aussi, on va commencer moins à s'intéresser aux tableaux, mais plus aux artistes. On va vraiment voir un peu le culte de l'artiste apparaître. Il y a aussi un élément très important qui revient dans presque tous les tableaux ou plusieurs tableaux romantiques, c'est la recherche de la liberté. Fait qu'on commence par le silence de Henri Fuseli. C'est un tableau, comme on peut voir, qui suit aucun code, aucune convention qu'on avait vu avant. C'est l'expressivité d'un sentiment. Ici, on voit que c'est pas une baisse. On voit que c'est pas un sentiment qui a de l'air agréable. On voit que c'est quelque chose d'assez désagréable, triste, peut-être même de la dépression. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. On voit quand même que c'est une personne, mais la personne est quand même anonyme. On voit ses cheveux qui pendent par-dessus son visage. Ensuite, on a le cauchemar. Dans le fond, jument en anglais, c'est a mare. Fait que là, c'est comme la jument de la nuit, nightmare. Fait qu'on est un peu dans du symbolisme aussi, parce qu'on voit ici la jument, nightmare. Puis ça, dans le fond, c'est un petit démon qui violait les femmes, qui était un peu comme dans la ligne, c'était un peu comme un mythe, une légende, qu'il y avait comme un démon qui violait des femmes. Fait que tu sais, on voit que c'est un tableau très narratif. Ensuite, on a Francisco de Goya. Francisco de Goya, je pourrais en parler pendant des heures. C'est un artiste tellement intéressant. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il y a comme eu deux périodes dans sa vie. Il y avait comme la première période qu'on pourrait appeler la période blanche, où il faisait beaucoup de tableaux de la royauté espagnole. Par contre, l'Espagne à cette époque-là vivait dans un certain contexte socio-historique. Il y a eu aussi l'invasion de Napoléon Bonaparte. Fait que Goya, son art transmet beaucoup, beaucoup de choses, puis on pourra en parler pendant des heures. Puis je vous invite à aller vous renseigner sur cet artiste-là parce que c'est vraiment intéressant. Mais nous, on va parler plus la partie plus sombre ou las pinturas negras en espagnol, qui veut dire les tableaux noirs, les peintures noires, qui démontrent un peu plus le côté obscur de Goya. Fait que si on a le sommeil de la raison engendre des monstres, ou en espagnol, el sueño de la razón produce monstruos, euh, on voit que on vient toucher dans la santé mentale. C'est un tableau qui est obscur, on dirait un cauchemar. C'est très dans le subconscient, la folie, les rêves. Euh, c'est aussi un tableau qui a été fait sur un élan créatif. Puis dans le fond, ça pourrait s'expliquer par l'Inquisition espagnole, qui est de quoi je parlais, qui est dans le fond le contexte historique de l'Espagne à cette époque-là, qui est dans le fond en 1478. Le roi et la reine d'Espagne ont décidé qu'ils allaient chasser les héritiers, pas les héritiers,
il allait chasser les hérétiques du royaume. Fait que tous les gens qui ne se comportaient pas aux règles du catholicisme, tous les gens qui étaient juifs, des gens qui pratiquaient d'autres religions, ont été tous chassés par l'Église et le roi et la reine. Puis il y en a beaucoup qui ont été brûlés au bûcher, il y en a beaucoup qui ont subi de la torture pendant des années et tout. C'est vraiment une période sombre de l'histoire de l'Espagne. Puis dans le fond, ça s'est terminé en 1800, fin 1700, début 1800. Je me souviens plus de la date exacte. Puis c'est justement dans cette période-là que Napoléon Bonaparte envahit l'Espagne. Fait que l'Espagne est toujours un peu dans la merde, si on veut, dans cette époque-là. Fait qu'on comprend un peu mieux les tableaux de Goya parce qu'il voit son peuple qui vit de la maltraitance, puis qui vit dans l'ignorance alors que le reste de l'Europe est en essor et apprend plein de choses. Fait que Goya, on voit vraiment ça qui se transmet dans ses tableaux. Donc voilà. Ensuite, ici, on a le Sabbat des sorcières, qui est un autre tableau de la collection des Pinturas Negras. On voit que c'est très obscur, très occulte, c'est mystérieux, puis ça fait beaucoup, ça nous fait vivre un peu de peur. Ensuite, on a Savorin dévorant un de ses fils, c'est très traumatisant, violent, très sanglant, c'est pas de l'art décoratif du tout. On voit beaucoup de sentiments de peur, d'anxiété. Fait qu'on voit un peu l'époque qui se reflète dans les tableaux de Goya. Ensuite, on a la fusillade du 3 mai, qui dans le fond, le 3 mai, c'est les troupes napoléoniennes qui ont envahi une ville en Espagne pour arrêter pas une révolution, mais arrêter une rébellion du peuple espagnol. Puis ils ont massacré en fait tout le monde. Puis Goya a comme voulu dénoncer ça puis critiquer ça. Fait qu'on voit beaucoup ces sentiments ici. On voit beaucoup de sentiments là. Je vais pas commencer à toutes les dire, mais on voit que c'est un tableau qui veut dénoncer, très violent, très sanglant. Ensuite, on a le radeau de la Méduse de Géricault. Un tableau incroyable. Dans le fond, c'est qu'il y a eu la Méduse, qui était un gros navire, qui a fait un naufrage. Puis, il y a certaines personnes, je sais pas comment on appelle ça, certains gens qui travaillaient sur le bateau qui s'en ont sortis en faisant un radeau. Puis dans le fond, ils ont survécu 10 jours à la mer, sans nourriture, sans eau, sans rien, là. Parce que ça a pris du temps avant que les gens se rendent compte que le navire avait fait un naufrage. On peut aussi apercevoir dans le tableau qu'il y a de l'anthropophage, ce qui veut dire du cannibalisme, là, manger de l'humain. Anthropo, humain, puis phage, manger. On voit qu'il y a comme des cadavres avec des membres sectionnés. On voit aussi une personne racisée à l'avant-plan qui se tient au bout du radeau en tenant un drapeau. Ce qui est quand même très impressionnant pour l'époque, là, on va se le dire. À cette époque-là, c'était très rare de voir des personnes racisées à l'avant-plan d'un tableau. Puis c'est aussi un tableau qui veut déranger. On parle de sujets crus qui vont déranger la sphère publique, c'est sûr et certain, à cette époque-là. Il y a aussi la folle monomane du jeu de Géricault, parce que Géricault a aussi voulu s'intéresser à la psychologie, à la santé mentale. Il a voulu comme mettre ça de l'avant. Il a voulu que les gens commencent à en parler, que les gens commencent à voir que c'est des humains. Ensuite, Delacroix, la liberté qui est dans le peuple. C'est sûr que vous connaissez ce tableau-là. Là. Puis ici, on voit vraiment l'élément de recherche de liberté dans le romantisme. Là. Dans le fond, Delacroix, c'est un artiste qui est un peu comme le jeune spirituel de Géricault avant. Fait que, il veut déranger, il veut parler de sujets un peu tabous. Ben là, ici, pas avec ce tableau-ci, là, mais voilà. Puis c'est aussi une allégorie. La liberté est personnifiée par une femme. Donc voilà, puis c'est un tableau qui représente beaucoup la fierté puis le nationalisme du pays. Voilà. Ensuite, on a de Frédéric, la mer de glace, ou le naufrage d'un bateau, je me souviens plus du nom. Comme on peut le voir ici, il y a un bateau
qui est comme écrasé par la mer. Puis dans le fond, ici, Frédéric a voulu parler du pouvoir de la nature, comment la glace, ça peut être difficile, ça peut être vraiment fort, puis comment l'eau aussi, ça peut être fort, ça peut écraser n'importe quoi. C'est un peu aussi un tableau qui présente beaucoup de sentiments comme la mélancolie. C'est comme beau de voir comme la nature, puis en même temps c'est très triste parce qu'il y a un naufrage. On parle aussi de la mort. C'est aussi d'imaginer la nature. Il a beaucoup fait des tableaux qui entouraient la nature, Frédéric. Comme ici, le paysage d'hiver, très beau. C'est un tableau qui est très religieux aussi, très spirituel. Qui présente beaucoup d'états d'âme, un peu calme mais un peu obscur aussi. Il y a beaucoup de foi parce qu'on voit l'église qui est très présente avec la nature et tout. C'est très contemplatif. Et ça, je pense, c'est un de mes préférés de Frédéric. Le voyageur contemplant une mer de nuages, qui a quand même été le tableau préféré d'Hitler. Un des tableaux préférés d'Hitler, c'est quand même intéressant. Puis ici, on peut voir un homme de dos. C'est un tableau qui représente beaucoup un nationalisme. C'est vraiment voir l'ampleur, la grandeur du pays. Puis il me semble que Frédéric était allemand. Fait que je pense que c'est pour ça qu'Hitler a beaucoup aimé ce tableau-là, parce que c'est comme l'Allemagne est très grande et très puissante. Ensuite, Turner, on change un peu, on se rapproche de l'impressionnisme qu'on va voir un peu plus loin. Ici, c'est le yacht approchant de la côte. Le yacht il est comme ici. T'sais. Fait qu'ici, c'est vraiment c'est une expérience folle. C'est vraiment c'est très lumineux. Hein, c'est très si on était là, j'ai l'impression qu'on capoterait. On serait comme waouh, c'est trop beau là. C'est très impulsif comme type de comme fracture peint. Comme facture, excusez. C'est très impulsif comme facture de l'artiste. Voilà la facture de l'artiste qui nous est transmise. Ensuite, Longship a Lighthouse. C'est vraiment sur le moment. C'est vraiment... on voit les vagues, on voit le mouvement. Hein, on ressent beaucoup de choses. C'est très beau. Fait que voilà, pour ce qui est du romantisme. Ensuite, le réalisme. Fait que là, le réalisme, il y a beaucoup de caricatures qui vont apparaître. Il y a beaucoup... Mais on va essayer de représenter la réalité, mais parfois avec des caricatures. Donc, ici, l'Angélus de Millet. C'est un tableau très intéressant qui a été repris à de nombreux artistes, à de nombreuses périodes de l'histoire. Puis, dans le fond, ce tableau-là, c'est un peu de démontrer la réalité des paysans. C'est aussi de montrer la prière, la foi, parce que dans le fond, l'Angélus, c'était une prière où il fallait être comme s'arrêter puis prier en entendant le clocher de l'église. Puis comme on peut voir en arrière-plan, il y a un clocher d'église. On peut aussi montrer la vie paysanne et tout. Ensuite, Courbet, ici on a l'homme blessé. Fait qu'on voit un jeune homme qui est blessé, qui a du sang, qui semble avoir été touché par balle. On peut démontrer la réalité aussi, parce qu'il y avait beaucoup de gens... il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de... Ça arrivait souvent, dans le fond, il y avait des jeunes hommes qui étaient blessés et tout. Puis on peut aussi supposer qu'il serait mort, ce qui donne un peu un côté narratif à l'histoire, puisqu'il est comme à côté sur un arbre, qu'il a le temps un peu pâle, qu'il y a un trou de balle. Donc, voilà. Ensuite, l'origine du monde de Courbet. Ah, ce tableau-là, là, intéressant, très intéressant. Comme vous pouvez voir, l'origine du monde, c'est une vulve. C'est un tableau très audacieux, très, très, très audacieux. Il y a beaucoup de proximité aussi. Il y a beaucoup de confrontation face à ça. C'est un peu aussi pour nous rappeler qu'on vient tous d'un vagin. Puis aussi, l'angle peut aussi supposer une certaine séduction, mais peut-être pas non plus. Puis cette forme-là, vous allez la retrouver dans plusieurs tableaux. Il y a plusieurs artistes qui la reprennent, qui la mettent déguisée. Mais c'est une image qui frappe
puis qui reste dans notre tête. Puis c'est un peu ça que Courbet voulait aussi. Fait que c'est ça. Puis c'est vraiment opposé aux standards, là. Pas personne qui ferait ça avec les codes de l'époque. Puis j'ai une anecdote quand même drôle sur ce tableau-là. C'est que quand la reine Elisabeth est allée visiter le musée où ce tableau-là est exposé, quand il a fallu qu'elle passe devant le tableau, elle s'est mise à courir en cachant sa tête. C'est quand même très drôle parce qu'elle voulait pas être prise en photo avec le tableau, fait qu'elle a juste fait genre slay la reine. Ben, la reine Elisabeth, well, est morte, mais quand elle est en vie, slay, genre. Pis c'est ça. Pis c'est aussi, comme je disais, un tableau qui voulait marquer les esprits.